France Culture. France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie. Et vous, quel est le livre qui vous a marqué ? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophes, historiens et professeurs de littérature aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, mon invité a choisi de parler d'un texte que j'ai lu 3 fois. Chose dont je me vante d'autant plus que ces lectures n'étaient pas de mon fait, mais de mes professeurs, et qu'après plusieurs années et plusieurs cours, je crois pouvoir dire que je ne l'ai pas complètement compris. Je place donc dans l'heure qui vient de grands espoirs pour enfin saisir le Monsieur Test de Paul Valéry. Voici les réflexions qui, elles, demandent un peu, permettez-moi, un peu d'autobiographie. Il s'agit de se rajeunir, n'est-ce pas, un petit peu, pour moi, et de vous expliquer comment j'ai été amené à cette idée à partir d'un âge très tendre, de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans. Eh bien, à cette époque-là, je vous dis, positivisme, déterminisme et criticisme se partageaient le terrain, et on ne pouvait guère songer à faire autre chose. Les croyances traditionnelles avaient été fortement battues en brèche par toutes ces doctrines, et en particulier par l'évolutionnisme. Il ne restait qu'une chose vraiment intangible, une chose contre laquelle aucune objection ne pouvait se présenter. C'était l'impression que nous produisait la nature ou les œuvres d'art. L'impression de beauté, employant le terme tel qu'il est, était chez nous une chose que rien ne pouvait renverser. C'était une certitude absolue. Si une œuvre me plaît, si un spectacle, un paysage, un être quelconque me produit un effet d'une certaine nature, qui ne fait appel à aucune espèce de théorie, qui ne demande aucune dialectique, qui s'impose par lui-même, amorce en moi un appétit nouveau, celui de faire quelque chose dans ce genre-là. Bonjour William Marx. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes professeur au Collège de France, auteur de plusieurs essais sur la littérature. Vivre dans la bibliothèque du monde, c'est votre leçon inaugurale au Collège de France. Ou La haine de la littérature, je n'en cite que 2. Et vous êtes spécialiste de Paul Valéry que l'on vient d'entendre dans cette archive. Alors avant de nous dire pourquoi vous avez choisi Monsieur Test de Paul Valéry, j'aimerais quand même vous demander, vous qui le connaissez si bien, Paul Valéry, est-ce que vous avez une idée d'où vient et de quand date cette archive ? Oh oui, bien sûr. Elle date, je pense, de juin 1942. C'est le moment où Paul Valéry fait ce qu'il pense être sa leçon de clôture au Collège de France sur son cours de poétique. En fait, il sera renouvelé plus tard. Il fera encore 2 ou 3 années de cours jusqu'en 1945. Et il fait un résumé de ce qui est le fondement de sa théorie de la poétique. Et je trouve ce qu'on a entendu assez extraordinaire, c'est magnifique. Il parle de sa jeunesse, il dit que voilà, à la fin du 19e siècle, il y avait une sorte de crise de la pensée, on ne croyait plus à rien, et la seule chose à quoi on pouvait se raccrocher, c'était le sentiment esthétique. Eh bien, ça a été le credo de toute une génération qui a été la sienne, la génération symboliste et post-symboliste. Et donc, il part de là pour construire ce qui est sa théorie de l'art et sa théorie de la littérature. Enfin, je trouve quand même que ses propos étaient très forts. Alors moi, comme date, j'ai 19 mars 1941, mais sinon, tout ce que vous venez de dire... C'est 42. C'est 42. Oui, alors c'est de mars, effectivement, oui, mais c'est 42. Bah, il y a une erreur dans la datation des archives, quelque part sur l'INAM. En fait, c'est mais 42. vous connaissez si bien Paul Valéry que ça. Alors là, je suis stupéfaite. Non, mais j'ai quand même passé plusieurs années à éditer ce cours de poétique. Et je connais très très bien cette archive parce que c'est la seule archive enregistrée, sonore, que l'on ait de ce cours de poétique. Parce que maintenant, je le signale maintenant, tous les cours au Collège de France sont enregistrés en audio, en vidéo, et tout le monde peut y assister, même si on n'est pas à Paris, même si on n'est pas sur place, et c'est conservé ad vitam aeternam, si je puis dire, sur les plateformes. Mais à cette époque-là, en vérité, c'était pas enregistré. Et donc... là, c'est comme une sorte de trésor. Donc cette archive, c'est un trésor, et donc je l'ai évidemment dûment retranscrit dans mon édition, mais je connais la date. Vous avez vu qu'on a fait une 42. petite coupe d'ailleurs. Hein. Ah bah ça commence avant et ça finit un peu plus tard, mais c'est un texte passionnant. Alors pourquoi vous avez choisi Paul Valéry et Monsieur Test? Bon, on voit bien la connaissance que vous avez de Paul Valéry, mais alors pourquoi Monsieur Test en particulier, qui est quand même un texte
qui ne se tient pas d'un bloc, mais un recueil de textes écrits à différents moments de la vie de Paul Valéry, assez déroutant. J'ai dit que moi, je l'avais lu 3 fois, quand j'avais 20 ans à la fac, quand j'ai eu la grippe il y a 3 semaines, et cette semaine pour vous, William Marx. 3 expériences très différentes, assez déroutantes. Désolé de vous imposer ce pinceau, mais pour moi... Ah non, c'était un bon moment. Mais reconnaissez-le, c'est une lecture qui est étonnante. Étonnante, certainement. Enfin, les grands textes sont souvent les textes qui vous étonnent. Pour moi, cela n'a jamais été un pinceau. On ne m'a jamais fait cours sur Paul Valéry. Oui, on n'a jamais fait de cours sur moi sur Paul Valéry, ni sur Monsieur Test. Mais ça a été une lecture d'adolescence. En fait, c'était une lecture formatrice. C'est à l'âge de 15 ou 16 ans que j'ai découvert Monsieur Test, à partir de France Culture, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de Valéry qui étaient diffusés sur France Culture à l'époque. J'écoutais. C'était à la mode. J'écoutais à la mode. J'écoutais France Culture aussi. Et Paul Valéry était un auteur dont on parlait beaucoup plus que maintenant, peut-être. Oui, je trouve qu'on devrait en parler davantage aujourd'hui encore. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, et je m'en réjouis. Je me souviens, il y avait eu une magnifique retransmission. Ce serait bien qu'un jour elle soit rediffusée des dialogues Eupalinos ou L'architecte et L'âme ou la danse, qui étaient diffusés, joués par la Comédie Française sur France Culture. Ces textes m'avaient tellement submergé et ébloui que je me suis plongé dans Valéry. Et le premier texte sur lequel on tombe lorsqu'on s'intéresse à Valéry, lorsqu'on va dans une librairie, c'est un texte qui est très très court. Le volume Monsieur Test est très court, donc c'est rassurant quand même quand on est adolescent. Monsieur Test. Une centaine de pages, on va dire. Voilà, une centaine de pages. Et puis ça commence par un texte qui est un texte fondateur, qui est La soirée avec Monsieur Test, qui lui fait 20 pages, même pas. C'est très extrêmement court, qui est le premier texte où Valéry, en 1896, invente ce personnage qui va l'habiter pendant toute son existence. Et bien ce personnage-là, quand je l'ai découvert, on va y revenir sur sa définition, c'est une sorte d'intellectuel pur, quelqu'un qui donne à la pensée une puissance extraordinaire. Pour moi, ça a été un héros. Ça a été le héros de mon adolescence. Vous venez dire, c'est un drôle de héros. Oui, j'allais vous demander quelle a été votre adolescence. Non, ma adolescence est une adolescence très introvertie, très intellectuelle. À écouter France Culture. Je ne connaissais pas mon corps. Je lisais beaucoup de livres. Et j'avais d'autres héros, Arsène Lupin, Fantomette, dont a parlé Hélène Frappa. Je suis très jaloux qu'elle ait choisi Fantomette à la place. J'aurais pu le faire à certains égards, même si Fantomette m'habite moins aujourd'hui qu'elle ne m'a habité lorsque j'étais enfant. Mais disons que j'étais un très grand lecteur de ces aventuriers ou aventurières qui étaient Arsène Lupin et Fantomette. Et à certains égards, Monsieur Test est aussi un aventurier. C'est quelqu'un qui se lance dans une aventure qui est l'aventure de l'esprit, l'aventure du contrôle absolu qu'on peut avoir sur sa pensée. C'est une sorte de super-héros. C'est un Superman de la pensée. Et vous savez, quand on est adolescent, enfin moi, je parle pour moi, on a envie de s'identifier à des modèles, de trouver des gens qui donneront un sens à votre vie. Mais je crois que Monsieur Test a donné un sens à ma vie par là. Et il y a quelque chose vraiment du super-héros, du héros chez Monsieur Test. Mais l'identification, elle a eu lieu où? Parce que quand on lit un texte comme ça, avec un héros, un super-héros auquel on s'identifie quand on est adolescent, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la ressemblance. Qu'est-ce qui vous a... Vous savez, je disais, à cette époque-là, j'ignorais mon corps, ses besoins, ses désirs. J'étais pur esprit, je me croyais pur esprit. Donc j'ai trouvé en Monsieur Test quelqu'un qui me ressemblait et quelqu'un qui passait inaperçu. Vous savez, c'est quelque chose qui rapproche beaucoup Monsieur Test d'Arsène Lupin ou de Fantomette. C'est-à-dire que lorsque le narrateur de la soirée avec Monsieur Test rencontre Monsieur Test, en fait, on se rend compte que c'est un être qui passe totalement inaperçu, qui est à qui personne ne fait attention. Alors le narrateur a ce pouvoir particulier d'identifier Monsieur Test. Mais autrement, Monsieur Test, c'est l'homme moyen, quelqu'un qui sait se rendre invisible. Exactement comme Arsène Lupin ou Fantomette. Et cela, il le fait. Il y a un rapport entre Monsieur Test et Arsène Lupin, parce que Monsieur Test est formé par Valéry sur un autre héros antérieur, qui est un héros d'Edgar Allan Poe, dans les nouvelles La lettre volée, Double assassinat dans la rue Morgue, qui est un détective, un esprit supérieur, qui est le chevalier Dupin.
le chevalier du pain. Donc un être qui est capable de reconstituer les raisonnements de tous ceux à qui il parle. Et ça aussi, c'est un pouvoir de Monsieur Teste. Monsieur Teste, lorsqu'il parle à quelqu'un, il imagine, il sait déjà ce que l'autre va lui dire avant. Et c'est un pouvoir qu'avait déjà le chevalier du pain chez Edgar Poe. C'est ce qui permet au chevalier du pain de résoudre des énigmes policières extrêmement compliquées. Mais le chevalier du pain a inspiré Monsieur Teste, mais a aussi inspiré par son nom Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Donc il y a vraiment ce rapport, c'est-à-dire dans se rendre invisible à la société et se concentrer sur soi, en soi, être un pur esprit. C'est absolument impossible, je vous l'accorde totalement. Et du reste, Valérie le dit, Monsieur Teste est un monstre. Et on pourra parler de ce caractère. Oui, il parle d'aberration d'ailleurs. C'est une aberration. Monsieur Teste est impossible. Mais non pas dans un sens d'ailleurs monstrueux, dit-il, mais plutôt dans un sens d'excès de vitalité. Enfin là, on pourrait dire un excès d'esprit presque, ou d'abstraction. C'est-à-dire que l'on ne peut pas devenir... Il faudrait peut-être quand même parler de Monsieur Teste et dire qui il est. Oui, avant de on dire va écouter un texte. Pourquoi il est impossible. Mais c'est quelqu'un qui veut avoir, pour de très bonnes raisons, je crois, le contrôle absolu de sa pensée. Valérie, le narrateur plutôt, écrit « Il était le maître de sa pensée ». Je dis cela, mais c'est une absurdité de dire cela. On ne peut pas être le maître de maître de sa pensée. Mais non, parce que la pensée vous échappe tout le temps. Alors ça, c'est l'une des grandes lois. Je ne sais pas si Valérie l'a découverte, cette loi, mais qu'il met en évidence dans énormément de ses textes, à savoir que la pensée, c'est ce qui est le mobile par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, les idées ne cessent de fuser. Nous sommes toujours l'objet de notre pensée. Nous sommes traversés par la pensée. Nous sommes il utilise ce terme, il aime bien inventer certains néologismes, nous sommes dans la self-variance, c'est-à-dire la variabilité permanente de soi-même. Et c'est extrêmement difficile de se fixer sur une idée, et de se concentrer. C'est possible, mais on ne peut le faire que pendant quelques secondes, maximum quelques minutes. Et c'est évidemment la condition du travail intellectuel et de la concentration. C'est ce que font aussi les exercices de méditation, type zen et autres. On pourra y revenir parce qu'il y a quelque chose de cela chez Monsieur Teste. Mais la pensée dans son état naturel, elle nous met dans la mobilité. Monsieur Teste est celui qui arrive à arrêter sa pensée et à la maîtriser, à la contrôler. Et à identifier, on pourrait dire, le moi et cette pensée-là. C'est-à-dire que tout à coup, je ne suis plus l'objet de ma pensée, je suis au contraire maître de ma pensée d'une certaine manière. Enfin, identifié à cette pensée-là. Il y a une coïncidence. Et surtout reconnaître que la pensée, c'est ce qu'il y a de mieux en l'homme, en l'être humain. C'est-à-dire donner à cette pensée qui a la raison, donner le contrôle absolu sur ce qui est au-dessous, ce qui est, oui, effectivement, vous avez raison, le moi. Un moi qui est constitué par quoi ? Par le corps. Et le corps, il nous impose quantité de choses, des goûts et des dégoûts. Et Monsieur Teste n'admet pas d'être dominé par son corps. Il y a cette formule, alors c'est une formule très très centrale chez Monsieur Teste, comme chez Valérie, parce que Monsieur Teste est un idéal inaccessible, même pour Paul Valéry. Mais c'est un texte très, très important. Il dit, il faut renverser la table de ses goûts et de ses dégoûts. Renverser la table de ses goûts et de ses dégoûts. Et voici l'extrait donc de ses pensées dans le logbook, c'est-à-dire le carnet de bord de Monsieur Teste. Valéry adorait les voyages maritimes, les navigations. Il s'est toujours imaginé en navigateur. Et de cette manière, lui-même a navigué à travers sa pensée dans les cahiers qu'il tenait au jour le jour, depuis l'âge de ses 20 ans, et Monsieur Teste fait la même chose. Pourquoi j'aime ce que j'aime ? Pourquoi je hais ce que je hais ? C'est une question que Monsieur Teste se pose à lui-même. Ah, je me suis souligné le même texte. Qui n'aurait, mais c'est l'un des textes les plus fondamentaux, qui n'aurait le désir de renverser la table de ses désirs et de ses dégoûts, de changer le sens de ses mouvements instinctifs ? Mais effectivement, nous sommes gouvernés par notre corps. Et alors aujourd'hui, on peut dire c'est très bien, il faut accepter son corps, il faut accepter ses désirs. Et moi-même, il m'est arrivé aussi de faire ce choix important, volontaire, d'accepter mes propres désirs. Mais à un moment donné, je pense qu'une fois qu'on a fait ce travail d'acceptation premier,
je pense qu'il est aussi important de sortir de ses impulsions, de sortir de ses instincts. Nous sommes dans un monde, je crois, où chacun s'est proposé, imposé en quelque sorte par les réseaux sociaux, où chacun est soumis à ses instincts, à ses réactions les plus abruptes, les plus soudaines, sans réfléchir. Il n'y a plus de réflexion. Et le modèle vient de très haut. Maintenant, à la Maison-Blanche, on a quelqu'un qui agit exactement comme cela. Si à la Maison-Blanche on lisait Monsieur Test, je suis sûr qu'on le comprendrait. Mais c'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est instaurer un écart à l'intérieur de soi. Et je termine ce passage de logbook parce que c'est vraiment important. Monsieur Test écrit ceci, toujours dans le même passage. Je contiens un être moindre auquel il me faut obéir sous une peine inconnue qui est mort. Cet être moindre, c'est mon moi instinctif, ce sont mes désirs, pourquoi j'aime le café et pas le thé, ou vice-versa, pourquoi j'aime le sucré, pourquoi je vais aimer telle publication sur Instagram ou pas. Exactement. Mais il faut aussi faire retour sur soi et se dire, mais en fait, tout cela, ça m'est imposé par quelque chose qui me vient de mon corps, de mes instincts, de mon passé. De mon passé. Mais pourquoi obéir à son passé ? Pourquoi ne pourrait-on pas créer en soi un être impersonnel ? Certains diraient universel. Je ne crois pas. Impersonnel, c'est-à-dire sortir de la personnalité pour aller dans un au-delà de soi. C'est peut-être impossible, mais pourquoi ne faisons-nous pas l'essai ? Pourquoi ne faisons-nous pas l'essai ? Et le passage du logbook se termine ainsi. Aimer, haïr sont au-dessous. Au-dessous, c'est-à-dire au-dessous de moi, au-dessous de ce que je pourrais être. Ce sont des potentialités qui arrivent à un moment ou à un autre, qui me sont imposées par mon histoire personnelle, par mon corps. Mais en fait, je pourrais m'en dégager. Je pourrais essayer de me dégager de ces amours et de ces haines qui me sont imposées par mon histoire personnelle. Aimer, haïr, et voilà, je termine là-dessus, c'est la dernière phrase, paraissent à moi des hasards. Ce sont des hasards, ça aurait pu être autre, ça aurait pu être différent. Eh bien, Monsieur Test, c'est le personnage qui va essayer de sortir de ces hasards qui nous sont imposés par les histoires personnelles, par la vie, par l'existence, pour retrouver une sorte d'impersonnalité qui nous remet dans une liberté. Qui nous remet dans une liberté. Et donc, c'est un personnage qui est éminemment libre à certains égards, puisqu'il n'est pas soumis à son histoire personnelle, à son corps. On va écouter tout de suite William Marx, un extrait de la soirée avec Monsieur Test. C'est le premier texte qu'a écrit Paul Valéry sur Monsieur Test. Il date de 1896 et on l'écoute tout de suite. Monsieur Test avait peut-être 40 ans. Sa parole était extraordinairement rapide et sa voix sourde. Tout s'effaçait en lui, les yeux, les mains. Il avait pourtant les épaules militaires et le pas d'une régularité qui étonnait. Quand il parlait, il ne levait jamais un bras ni un doigt. Il avait tué la marionnette. Il ne souriait pas, ne disait ni bonjour ni bonsoir. Il semblait ne pas entendre le « Comment allez-vous » Sa mémoire me donna beaucoup à penser. Les traits par lesquels j'en pouvais juger me firent imaginer une gymnastique intellectuelle sans exemple. Ce n'était pas chez lui une faculté excessive, c'était une faculté éduquée ou transformée. Voici ses propres paroles. Il y a 20 ans que je n'ai plus de livres. J'ai brûlé mes papiers aussi. Je rature le vif. Je retiens ce que je veux, mais le difficile n'est pas là. Il est de retenir ce dont je voudrais demain. J'ai cherché un crible machinal. Cet homme avait connu de bonne heure l'importance de ce qu'on pourrait nommer la plasticité humaine. Il en avait cherché les limites et le mécanisme. Combien il avait dû rêver à sa propre malléabilité. Et je sentais qu'il était le maître de sa pensée. J'ai écrit là cette absurdité. L'expression d'un sentiment est toujours absurde. Monsieur Test n'avait pas d'opinion. Je crois qu'il se passionnait à son gré et pour atteindre un but défini. Qu'avait-il fait de sa personnalité ? Comment se voyait-il ? Jamais il ne riait, jamais un air de malheur sur son visage. Il haïssait la mélancolie. Si cet homme avait changé l'objet de ses méditations fermées, s'il eût tourné contre le monde la puissance régulière de son esprit, rien ne lui eût résisté.
Je vous ai vu prendre des notes, William Marx, en écoutant ce texte, cet extrait de la soirée avec Monsieur Tess, qui est le premier texte, je l'ai déjà dit, de ce recueil. Alors, il y en a un certain nombre, au départ plutôt des textes comme celui-ci, avec un narrateur qui parle de Monsieur Tess. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mystère. Qui est-il? Qui est cette personnalité? Et puis tout à coup, vous en avez cité un extrait tout à l'heure, William Marx, ses pensées, des réflexions de son logbook qui presque essayent de nous démystifier ce personnage. Mais là, dans ces premières pages, on se demande vraiment, mais qui est-il? Qui est-il? On n'arrive pas à renoncer à cette idée d'identité. Oui, c'est un personnage qui échappe à toute saisie. Mais même le recueil, enfin le livre que nous avons sous le nom Monsieur Test est un livre lui aussi un peu compliqué à comprendre par sa composition. Peut-être le plus simple, c'est quand même de raconter juste son histoire. Ce que nous avons en fait sous le nom de Monsieur Test, c'est un volume, qui est un volume composite qui rassemble différents textes de différentes époques, composés par Valéry. Le premier texte, le texte fondateur, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est La soirée avec Monsieur Test. C'est un petit récit, très très court, une dizaine, vingtaine de pages écrites gros, qui raconte la façon dont le narrateur, qui n'est pas identifié, qui ressemble, disons, à peu près à Valéry, qui est un être un peu revenu de tout, fait la rencontre de ce personnage étrange qu'il reconnaît, qu'il l'aperçoit dans un café, dans un restaurant, et à qui il s'intéresse, avec qui il se lie d'amitié. Et donc la soirée avec Monsieur Test, c'est le récit très très court, très bref, presque inachevé, de ces dialogues entre le narrateur et Monsieur Test. Ils passent une soirée ensemble, ils vont à l'opéra. Nous aurons peut-être l'occasion de reparler de cette soirée. On va diffuser un autre extrait de cette soirée à l'opéra. Ce texte-là date de 1896. Il est paru dans une revue et il est passé à peu près inaperçu. Enfin, il y a des gens qui l'ont remarqué, qui ont trouvé que c'était un texte assez extraordinaire. En particulier, il a été à un moment repris dans une autre revue et les surréalistes ont lu ce texte. André Breton, avant le surréalisme, disons, André Breton, avant le surréalisme, a lu ce texte et a conçu pour Paul Valéry, à ce moment-là, une admiration sans borne. C'est-à-dire que Valéry avait inventé un personnage qui allait au-delà de tout, qui était en rupture totale avec la société, et qui inventait autre chose, qui n'était pas la littérature, parce que Monsieur Test n'est pas un écrivain, certainement pas. Il n'y a aucun livre chez lui. Il refuse d'écrire. On l'a entendu, Voilà, il a jeté, je n'ai plus de livre, j'ai brûlé mes papiers. Il a brûlé ses papiers, il rature le vif. Ça signifie que son écriture à lui, sa création à lui, ce n'est pas la création de livres, c'est la création de soi-même. C'est-à-dire que c'est le vivant en soi, en lui-même, qu'il rature, qu'il veut corriger. Bon, ça c'est le premier texte, 1896. Valéry le réédite dans une première édition séparée à la NRF, la Gallimard, en 1919. Et c'est en 1926 qu'apparaît alors c'est déjà, Valéry commence à déjà être connu à ce moment-là, il a déjà publié La Jeune Parc, mais en 1926, une nouvelle édition paraît, sous le titre Monsieur Test, cette fois, et là, qui adjoint ses pensées, le logbook, la lettre d'Émilie Test, parce que Valéry imagine que Monsieur Test s'est marié plus tard et que il y a une lettre de sa femme qui raconte. Qui est géniale, d'ailleurs. Qui est géniale. La lettre est vraiment géniale. La lettre est géniale. La femme est extraordinaire. Elle est en admiration devant son mari. Bon, comme dans le bon couple traditionnel, oui. Mais elle est elle-même d'une finesse, d'une subtilité. Oui. Et elle raconte avec un humour, beaucoup d'humour, ce qu'est la vie quotidienne avec un monstre intellectuel qu'est Monsieur Test. Et comment ses amis, d'ailleurs on l'imagine très bien, discuter avec ses amis qui seraient elles aussi en couple, mariées, qui seraient effrayées d'être avec un homme comme Monsieur Test, mais qu'elle n'y pouvait rien. Elle était prise par presque l'amour de l'incertitude de Monsieur Test. À quel moment, que va-t-il dire? Elle accepte. Bon, il faut dire que c'est pas très mais moderne. C'est presque une définition de l'amour, hein. Ah oui, mais elle accepte ce pouvoir de domination, en quelque sorte, d'être placé devant l'incertain. Hein. Monsieur Test est un peu, il est assez brutal avec elle. Oui, mais on a l'impression en fait que chaque jour de leur vie est comme le premier jour de leur rencontre, où elle ne sait pas comment il va réagir, il ne sait pas quelle blague il va faire. D'ailleurs, on ne pense pas que Monsieur Test fasse de blagues, mais disons
quel geste il va avoir. C'est une vraie définition de l'amour renouvelée au jour le jour. C'est aussi une définition du couple aussi, je crois, de la vie conjugale. Enfin, c'est assez beau, et je pense que Valéry a mis beaucoup de sa propre expérience. C'est aussi un hommage qu'il rend à sa propre femme, Jeannie Gobillard. La vie n'était pas facile entre Jeannie et Paul. Ah bon? Paul une autre fois, nous Paul a eu des aventures, ça a été compliqué. Bon, mais en tout cas, c'est un hommage aussi à leur couple. Parce que Valéry s'est beaucoup plu à s'imaginer en Monsieur Teste. Donc ça, c'est le texte 1926, c'est l'édition avec la lettre avec Émilie Teste et puis différentes pensées. Et puis en 1946, de manière posthume, la famille de Valéry, ses amis, édite une nouvelle édition avec encore d'autres textes, pas très très bien édité. Michel Jarty, dans son édition du livre de poche, a remis parfois les textes complets qui avaient été un peu amputés. Mais donc c'est l'édition qu'on a actuellement, c'est l'édition de 1946, l'édition posthume avec encore d'autres textes qui ont été ajoutés un peu dans le style du logbook des pensées. Et peut-être ce qu'il faut quand même dire aussi, William Marx, pour ces éléments de contexte, c'est que le premier texte paraît en 1896. Valéry a eu qu'il a appelé ce qu'on appelle la nuit de Gênes, en 1892, en fait une crise d'angoisse incroyable. Il écrit quand même Monsieur Teste, et puis après quand même il plonge dans le silence, c'est-à-dire qu'il renonce à une forme d'écriture, ce qui fait qu'en fait quand il revient à Monsieur Teste, il a eu une longue période d'abstinence. Monsieur Teste, c'est lui. Alors il faut peut-être revenir sur cette nuit de Gênes de 1892 que Valéry a lui-même mythifié. Valéry, je l'ai dit tout à l'heure, était un jeune poète symboliste, prometteur, le disciple préféré de Stéphane Mallarmé. Et puis un soir, il est à Gênes, et sa famille est en partie italienne, donc il va chez sa famille à Gênes, une nuit d'orage. Enfin, c'est comme ça qu'il le raconte, les choses se sont passées peut-être un peu différemment, et sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en vérité, c'est une conversion qu'il a eue dans cette nuit d'orage, une double conversion, ou rétro-conversion, si je puis dire. C'est-à-dire que d'une part, il était habité par l'amour, pour une femme inconnue qu'il croisait à Montpellier, où il habitait, et il décide de renoncer à l'amour, de renoncer aux sentiments. Comme Monsieur Teste. Comme Monsieur Teste, exactement. On a entendu tout à l'heure ce que dit le narrateur parlant de Monsieur Teste. Il dit mon enthousiasme que j'ai pour Monsieur Teste, mon enthousiasme me le gâte. L'expression d'un sentiment est toujours absurde. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement le refus des sentiments, le refus de l'affection, le refus de se laisser dominer, ce que je disais tout à l'heure, dominé par le corps, par les pulsions. Donc voilà le premier refus. Le deuxième refus, pendant cette nuit de Gênes ou aux alentours de cette nuit mythique, c'est le refus de l'art, en fait, le refus de la poésie. Parce que Valéry avait un maître vénéré, Mallarmé, en qui il reconnaissait le génie incarné de la poésie. On ne pouvait pas faire mieux que Mallarmé. Et Valéry le reconnaît à un moment. C'est-à-dire que ce sentiment d'impuissance vis-à-vis de Mallarmé, il dit voilà, l'absolu a déjà été atteint, il faut faire autre chose. Et faire autre chose, c'est quoi ? C'est réfléchir précisément au fonctionnement même de la pensée, au fonctionnement même de l'être. Et donc Valéry se refuse à ce moment-là comme poète. Il n'écrira plus de poèmes, de poésie, à peu près, à quelques sessions près, pendant 25 ans, jusqu'à la Jeune Parc. Il y revient par des circonstances un peu aléatoires à la poésie, et il se lance dans une réflexion abstraite. Il devient Monsieur Teste. Et donc, lorsque quelques années plus tard, Valéry invente Monsieur Teste, en fait, il décrit son idéal, il décrit ce qu'il croit, ce qu'il pense être devenu, c'est-à-dire une sorte de célibataire, d'écrivain sans livre. Écrivain sans livre. Valéry sans vit œuvre, en fait. à ce moment-là dans une petite chambrette rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement, une chambre qui ressemble exactement à celle où vit Monsieur Teste, c'est-à-dire une chambre nue, comme il dit, c'est un mobilier abstrait, une armoire, un lit, un fauteuil, peut-être même pas de table. Dans la chambre de Valéry... Il dit que c'est quelconque. Le terme quelconque définit quelconque très est important. bien. Quelconque, ça signifie impersonnel. Oui. C'est-à-dire qu'on n'y reconnaît pas l'expression d'une personnalité ou d'une histoire personnelle. C'est un meublé, un garni, comme on disait à l'époque. Et dans la chambre de Valéry, il y avait aussi un tableau noir sur lequel il faisait des équations, il s'intéressait beaucoup aux mathématiques. Il y avait aussi une reproduction d'un squelette, la fameuse sculpture de Ligier Richier, qui se trouve, je crois, à Bar-sur-Aube, c'est le Trancy. Voilà. Donc il y avait le squelette, l'idée de revenir à la nudité même de l'être, et puis le tableau noir. Mais si j'en reviens à ma question... Et pas de livre.
Très important. Pas de livre. Si je reviens à ma question, William Marx, après avoir entendu cet extrait de la soirée avec Monsieur Test, il n'y a pas d'identité, en fait, à ce Monsieur Test. Avec tous les éléments que vous nous avez donnés, William Marx, est-ce qu'on peut dire que Monsieur Test n'est pas un personnage ? On n'a pas affaire à une fiction, on n'a pas affaire à de la littérature, mais on a affaire peut-être à un essai, à une théorie. Et Monsieur Test serait une forme de modèle presque philosophique, métaphysique de qu'est-ce que l'intellect ? En tant que tel, comment fonctionne l'intellect ? Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Pourquoi c'est différent de l'âme ? Pourquoi c'est différent du moi ? Comment entendre cette idée de pensée, d'esprit et d'intellect ? Il y a une contradiction interne dans le projet de Monsieur Test. J'entends le projet de Valérie de créer ce personnage et d'en faire quand même un personnage, parce que c'est quand même le personnage d'un récit. C'est-à-dire que Monsieur Test est quelqu'un qui essaie d'atteindre à l'impersonnalité absolue, à l'intérieur de lui-même, et à l'invisibilité absolue. Et la contradiction, c'est que comment peut-on être soi, c'est-à-dire un être dans la société où on représente un espace, on a une forme particulière, on occupe un espace particulier, un volume particulier dans la pièce où l'on est, on a une certaine, malgré tout, une relative identité. Mm-hmm. Comment créer un être qui soit identifiable comme personnage d'un récit, Monsieur Test, et en même temps faire de cet être l'être qui, à l'intérieur de lui, en fait, est vide, n'a aucune identité et se refuse à l'identité. Cette contradiction, elle est centrale dans la nouvelle La soirée avec Monsieur Test, et c'est ce qui rend cette nouvelle fascinante et extrêmement ambiguë. Parce que cette contradiction, on la sent tout de suite. Et parce que le narrateur le dit. Monsieur Test cherchait à ne pas être vu, et pourtant le narrateur, lui, a la capacité de le voir. Et donc on va sans cesse avoir, et c'est une grande ambiguïté dans ce très court récit, à savoir que le narrateur ressemble en fait énormément à Monsieur Test. Il y a beaucoup de rapprochements. Le narrateur aussi s'imagine comme un être un peu quelconque, et il accorde beaucoup d'importance à l'intelligence. Ça commence ainsi avec cette phrase sur laquelle nous pourrons revenir plus tard. La bêtise n'est pas mon fort, j'ai vu beaucoup d'individus, etc. Je n'ai pas retenu les meilleurs ni le pire de ces choses, de ma vie. J'ai resté ce qu'il a pu. Et donc, c'est un être qui est revenu de tout, et qui essaie lui aussi de rentrer dans le quelconque, et qui est dans l'admiration de ce qu'essaie de faire Monsieur Test. Et donc, au bout du compte, Monsieur Test n'est jamais accessible de l'intérieur. Il le sera plus tard, comme je l'ai dit, 30 ans plus tard, avec le logbook. Mais au départ, c'est pas ça. Au départ, Monsieur Test n'est accessible que dans une sorte de relation spéculaire entre deux personnes dans des propos, l'une ressemblant à l'autre. Le narrateur voulant ressembler en quelque sorte à ce Monsieur Test, à qui lui est une sorte de miroir idéal et monstrueux. Et cette ambiguïté-là, qui est une ambiguïté fondatrice de ce récit, elle se retrouve dans la forme même du récit. Parce que le récit s'achève, je crois, sur des points de suspension. Monsieur Test s'endort, il n'y a pas de fin. Alors ça oui, j'aimerais quand même le dire pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas le texte de La soirée avec Monsieur Test. Donc ce narrateur rencontre Monsieur Test, le suit à l'opéra, on va en écouter un extrait dans quelques minutes. Puis il le raccompagne chez lui, et là, Monsieur Test lui dit, moi je me mets au lit, continue à parler, et il s'endort. Il se déshabille devant lui. Prenez la bougie pour descendre. Mais c'est quand même fou. Monsieur Test se déshabille devant ce narrateur. Il se déshabille devant ce narrateur qu'il connaît à peine. et voilà, et puis il se couche devant lui, et il s'endort, il se met à ronfler, et ça, j'adore la fin. Il ronflait doucement, un peu plus doucement, je pris la bougie, je sortis à pas de loup. Jamais on est sorti de manière aussi élégante et subtile d'un récit. Et je crois que c'est ce que veut nous dire Valérie, en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de fin, Valérie s'endort. Ce moment du sommeil de Monsieur Test est très important. C'est vraiment un moment très important. On pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, ce que je veux dire... Dites-le maintenant. Pourquoi c'est très important ? C'est très important. Parce que je vois que le temps passe et qu'on ne pourra pas y revenir. Non, c'est très important parce que c'est le moment où le corps va se rappeler je dis pas au bon souvenir, mais peut-être au mauvais souvenir de Monsieur Test. C'est-à-dire que Monsieur Test va faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que s'endormir. S'endormir, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Valérie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est en principe coupé de son corps. Valérie, plus tard, écrira un texte qui s'appelle Agathe, où il imagine une femme ou un être, peu importe, impersonnel,
qui est dans ses pensées et qui est en fait dans son sommeil, qui est totalement coupé de toute sa sensibilité, de tout ce qui lui vient, de toutes les sensations. Et donc, Monsieur Test, c'est quelqu'un qui va commencer à flotter dans son lit. Il y a de très belles descriptions de qu'est-ce que c'est que dormir. Enfin, parfois même, moi-même pour m'endormir, je m'imagine en Monsieur Test. Il dit, il se dévêtit tranquillement, son corps sec se baigna dans les draps et fit le mort, il se tourna, s'enfonça davantage dans le lit trop court. Il me dit en souriant, je fais la planche, je flotte. Je sens un roulis imperceptible dessous, un mouvement immense. Et voilà, il dit, on découvre son corps, les draps sont comme des vagues que nous sentons sur nous. Il y a une très belle description de ce que c'est que être dans son lit et sentir le bonheur du sommeil qui va arriver. Vous savez que Kant avait exactement ce même sentiment de bonheur en s'endormant. C'est ce que raconte Thomas de Quincey, se basant sur des témoignages des contemporains de Kant. Kant allait dans son lit, il s'enroulait dans sa couverture très étroitement, comme dans un cocon, je crois. Il s'emmaillotait comme un bébé. Il disait, mais y a-t-il un être plus heureux que moi à ce moment-là? Et à ce moment-là, c'est vrai, le moment où l'on est dans son lit, excusez-moi, le nid, vous voyez, l'homophonie, je crois, est assez parlante. C'est un moment de bonheur. Mais c'est à ce moment-là, on croit qu'on est dans le bonheur, et qu'éprouve Monsieur Test, ce sentiment de bonheur. C'est à ce moment-là que le corps se rappelle à lui par une douleur, quelque chose comme une lumière, une étincelle à l'intérieur de lui, et tout d'un coup, il a une maladie quelconque, quelque chose comme ça, qui se rappelle à lui par une souffrance. Et à ce moment-là, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est très très beau. Il y a des très belles pages d'ailleurs sur la douleur. Fort, mais plus tard, des réflexions de Monsieur Test sur la douleur, dans lesquelles il dit que si l'on pouvait ne pas souffrir pendant la douleur, on aurait l'intelligence de comprendre comment elle fonctionne. Comment fonctionne la douleur? Et ça, d'imaginer que la douleur ne fasse pas souffrir et qu'on puisse comprendre son fonctionnement, de la traverser, il dit, c'est assez fort aussi sur le corps. C'est un exercice d'attention. Et la douleur rappelle l'existence du corps. Et Monsieur Test essaie de vivre cette douleur comme un exercice où il va comprendre ce que lui dit son corps. Moi, j'ai été quand même très frappé du fait que, en fait, il y a chez Monsieur Test une sorte de travail de la méditation active il y a quelque chose de zen. Mais totalement. Quelqu'un qui fait beaucoup les grands professeurs actuels de méditation, qui font des livres qui sont des best-sellers, Christophe André, pour ne pas le nommer, etc., sont des gens, quand on lit leurs livres, qui citent sans cesse Valéry. Mais sans cesse Valéry. Sans le savoir ou non? Non, il le cite délibérément. Il cite Valéry parce que chez Valéry, vous avez en fait déjà la méthode d'attention à soi qui est celle de la méditation, de la concentration, qui est proposée aujourd'hui comme un remède aux maux contemporains. Et prendre la douleur, la saisir, la mettre, l'objectiver, c'est une manière aussi de la mettre à distance. Et c'est ce que fait Monsieur Test pour essayer de s'en sortir. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est un texte. Moi, j'ai un peu l'ambition un jour d'écrire un manuel de méditation uniquement à partir d'extraits de Valéry, en particulier à partir d'extraits de Monsieur Test. Méditer avec Monsieur Test. Bah oui, c'est un très bon manuel. Et c'est comme ça que moi. Mais lancez-vous, je pense que ça marcherait. Ah bah je l'espère bien. Et en tout cas, c'est comme cela que moi-même je l'ai vécu pendant de très nombreuses années. Et même je continue à le revivre grâce à cette émission parce que je me suis encore replongé Monsieur Test. On va écouter un autre extrait de la soirée avec Monsieur Test. Je le revois, debout, avec la colonne d'or de l'opéra, ensemble. Il ne regardait que la salle. Il aspirait la grande bouffée brûlante au bord du trou. Il était rouge. Une musique nous touchait tous, abondait, puis devenait toute petite. Elle disparut. On est beau, on est extraordinaire que pour les autres. Ils sont mangés par les autres. Le dernier mot sortit du silence que faisait l'orchestre. Test respira. Des lointains de la salle, ses yeux vinrent vers moi. Sa bouche dit « La discipline n'est pas mauvaise. C'est un petit commencement. » Je ne savais répondre. Il dit de sa voix basse et vite « Qu'ils jouissent et obéissent. » Il fixa longuement un jeune homme placé en face de nous, puis une dame, puis tout un groupe dans les galeries supérieures qui débordaient du balcon par 5 ou 6 visages brûlants, et puis tout le monde, tout le théâtre, plein comme les cieux, ardent.
fascinés par la scène que nous ne voyions pas. La stupidité de tous les autres nous révélait qu'il se passait n'importe quoi de sublime. Le suprême les simplifie. Je parie qu'ils pensent tous de plus en plus vers la même chose. Ils seront égaux devant la crise ou limite commune. Du reste, la loi n'est pas si simple, puisqu'elle me néglige. Et je suis ici. France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons aujourd'hui avec William Marx, professeur au Collège de France, de Monsieur Test de Paul Valéry. Monsieur Test qui est ici à l'Opéra avec le narrateur. Monsieur Test interprété par Michel Bouquet, c'est en 1965. Et ce texte, je dois vous le dire, William Marx m'a un petit peu refroidi sur l'élan que j'avais pour Monsieur Test parce qu'il est extrêmement arrogant. Les autres sont nuls, les autres obéissent, les autres sont stupides. Alors que lui-même, qui pourtant est un modèle d'esprit pur, serait aussi un moi tout-puissant. C'est pourtant un passage extrêmement important dans La soirée avec Monsieur Test. C'est le passage à l'opéra. Et c'est Monsieur Test observateur. Et c'est très important de voir ça. C'est-à-dire qu'il est observateur de lui-même, il est aussi observateur des autres. Dans l'édition 1919 de La soirée avec Monsieur Test, Valéry a fait un dessin où l'on voit Monsieur Test à l'opéra. Et ce dessin, en fait, représente, bizarrement, c'est une sorte d'ovale qui désigne la loge où se trouve Monsieur Test et le narrateur. Et cet ovale ressemble, mais étrangement, à un cerveau. C'est-à-dire que cet opéra, c'est aussi l'emblème et le symbole du cerveau que nous avons en chacun de nous. C'est-à-dire que regarder les autres, c'est aussi se regarder soi-même, se regarder l'autre qu'on a en soi. Mais c'est vrai qu'on peut être frappé par l'arrogance, l'esprit de domination, qui est celui de Monsieur Test sur autrui, qu'il les voit de haut. Il ne regarde pas ce qui se passe sur la scène, il refuse d'être agi par la musique. On entend du Wagner, parce que c'est vraiment Wagner, en fait, que Valéry avait en tête. Et il faut dire que pour toute la génération de Valéry, la génération qui précédait Valéry, celle de Baudelaire également, Wagner a été la révélation d'un art incroyable, qui avait la capacité d'agir surtout d'agir sur les sentiments, sur les émotions, et de transformer des êtres. Et ça a été pour Valéry vraiment le modèle absolu. Est-ce qu'il est possible, quand Wagner a existé, de faire encore de l'art? Et après Mallarmé et Wagner, que reste-t-il à faire? Mais il reste à réfléchir là-dessus. Et c'est ce que fait Monsieur Test. Et Monsieur Test, c'est quelqu'un qui tourne les pouvoirs de son esprit contre lui, parce qu'il pense contre lui. Il s'agit sans cesse de penser contre soi. C'est indispensable. Mais il pense contre les autres. Il dit, mais au bout du compte, si Test l'avait voulu, il aurait pu penser contre les autres, il aurait pu être le maître absolu. Et moi, quand je pense ça, quand je sais que c'est la musique de Wagner qu'il avait en tête, et quand je sais que Monsieur Test dit, voilà, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait de tous, je pense forcément à ce qui est arrivé plus tard, dans les années 20, les années 30, avec le fascisme, avec l'hitlérisme, avec l'utilisation de Wagner dans le nazisme, où on a gouverné les foules. Et donc il y a dans ce passage-là, moi j'ai toujours senti une sorte de tentation de la toute-puissance. Edmond Test, il a un prénom, Edmond. Oui, c'est Edmond vrai. Test, c'est quelqu'un qui est... À quel moment ce prénom apparaît? Il arrive un peu plus tard, je crois. Je suis pas sûr qu'il arrive... Non, moi je l'ai pas lu. Non, il arrive dans la lettre des militaires. Je pense pas qu'il arrive il n'est pas dans la soirée. Il arrive plus tard, en 1900, dans les années 20. Il faudrait vérifier. Mais Monsieur Test est l'homme de la pure potentialité. Il pourrait être tout ce qu'il veut, mais il ne le fait pas, parce qu'il veut rester dans la personnalité. Mais il aurait pu être un dictateur. Et il y a effectivement, chez Valéry, l'idée d'une sorte d'efficacité absolue, qui est une sorte pour le coup, d'un idéal occidental du 19e siècle, où Valéry se reconnaît, parce qu'il a des héros qui sont des héros intellectuels, j'entends, qui sont de grands dictateurs, Tibère, l'empereur Tibère, Napoléon, Rhodes, le colonisateur, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu d'effrayant là-dedans. Heureusement, on n'en reste qu'au niveau de l'idée. Il n'y a pas de réalisation. De la potentialité. Mais il y a l'idée quand même d'explorer l'efficacité parfaite, mais ce qui va être pour Valéry l'efficacité de l'art. Il faut faire un art qui soit efficace. Et ça, c'est quelque chose que
Valéry retient d'Edgar Poe et qu'il appliquera lui-même dans son propre art. Alors, comment il en vient, Paul Valéry, à parler d'un art efficace, de faire un art efficace, en étant passé par Monsieur Test, qui est à la fois la figure de la pure potentialité, de l'intelligence toute tournée à l'intérieur, qui est très difficile d'exprimer, mais qui est aussi la figure d'un retrait ontologique du reste du monde. Comment après il en vient, Paul Valéry, à se dire « j'ai quand même envie d'écrire, j'ai quand même envie de me dire que l'art, on peut faire de l'art, il n'y a pas eu que Wagner et Mallarmé, on peut encore écrire après, et en plus cet art serait efficace. » Il y revient, vous dirait-il, par accident. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, ses amis l'ont forcé à réécrire, à se remettre à ce poème de jeunesse, et puis, ce faisant, il s'est remis à créer de nouveaux... Donc Monsieur Test l'a pas dégoûté d'une certaine manière, ou retenu, ou prévenu même d'écrire. Ce qui fait la valeur de Valéry, poète, c'est qu'il a toujours gardé, même en étant poète, cette distance par rapport à son métier poétique, par rapport à son métier de créateur. Ce qui lui a permis d'occuper une chaire de poétique au Collège de France, c'est qu'en fait, il avait cette distance-là, qui lui permettait de se regarder lui-même, de s'observer. Ce qui en a fait, pendant les années 20, 30, où il a développé toute cette réflexion sur ce qu'est l'art, la création, la poésie, l'observateur le plus fin, le plus consciencieux qui soit de ce que c'est que créer. Que ce qu'est le travail intellectuel. Et donc, il y a eu un prix à payer, effectivement, qui est effectivement rester toujours un petit peu à distance de ce qu'on est en train de créer, ce qui fait de ces objets poétiques qu'il crée des objets absolument parfaits, qui sont des objets sublimes. Enfin, La Jeune Parc, je le relisais récemment, est un poème extraordinaire où chaque vers résonne en vous. Et en même temps, peut-être un peu ce qu'on reproche parfois, une certaine froideur, mais en fait qui est aussi c'est une fausse froideur, parce qu'en fait on a la recréation dans la poésie de toutes les sensations du corps, la sensualité. Ce sont des poèmes quand même très sensuels, mais une sensualité un peu vue à distance. Mais on peut être quand même dans l'admiration de ce travail-là. Mais Valéry n'a jamais voulu s'accepter comme poète. Il a toujours dit, c'est un métier que je fais un peu par accro, un peu par hasard, mais mon véritable métier, c'est de penser. Et c'est de penser sur moi-même. Valéry aurait voulu être Monsieur Test, mais évidemment, il n'était pas Monsieur Test et personne n'est Monsieur Test. Et nous ne savons pas même si les Monsieur Test sont souhaitables, non. On ne serait que des monstres. Oui, parce qu'un Monsieur Test, dans la réalité, serait entouré de circonstances, d'appétit, d'un tas de choses. C'est-à-dire, il serait un homme comme les autres. Vous imaginez un Monsieur Test qui dure 24 heures, c'est impossible, non? Oui, c'est inconcevable. Oui. Maintenant, ce qui m'a étonné dans ce texte-là, la soirée avec Monsieur Test, c'est que Valéry ait donné des exemples qui nous montrent des textes écrits par son héros. Il n'aurait pas dû faire cela. Vous ne croyez pas? J'ai l'impression que du point de vue littéraire, il ne lui fallait pas montrer aucun exemple. Parce que les exemples affaiblissent évidemment cette idée d'une intelligence toute abstraite et trop pure. Tandis que quand Valéry ajoutait à son livre le logbook de M. Test, alors on voit qu'il n'était pas tellement extraordinaire. Mais ça, c'est une petite maladresse littéraire de Valéry, qui était très jeune à cette époque-là. Je crois que quelques ans après, il aurait compris qu'il ne fallait pas citer une seule ligne de M. Test. Borges, le 22 mars 1965, l'écrivain, dans ses entretiens avec Georges Charbonnier, c'était sur France Culture, qui, on l'entend, hein, adore Monsieur Test. En même temps, on voit bien que c'est un modèle impossible, mais pense quand même que c'est une erreur de Paul Valéry d'avoir écrit presque un accès à ses pensées. Ça a presque démystifié ce Monsieur Test. C'est un peu ce que nous disions tout à l'heure, à savoir qu'il y a un caractère composite dans le recueil Monsieur Test, qui fait de plusieurs morceaux, et Valéry n'a cessé de trahir Monsieur Test en lui donnant une femme, on n'imagine pas quand même Monsieur Test marié, ça ne peut être qu'un célibataire endurci. Et puis, en lui faisant écrire, lui qui refusait d'écrire. Mais c'était un moyen pour Valéry de continuer à explorer ce personnage. Il faut lui pardonner. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction que souligne très bien Borges, une contradiction dans la manière de faire. Mais il faut accepter justement, je crois, l'autre type de littérature que nous propose Valéry. C'est-à-dire quelque chose avec Monsieur Test qui n'est pas vraiment un récit, qui n'a pas de fin, vraiment, qui semble s'achever. Vous avez beaucoup de lecteurs contemporains
Monsieur Test. J'en ai des exemples, hein, un Allemand, je me souviens, qui parle de Monsieur Test, encore dans les années 20, et qui dit, mais en fait, c'est un roman inachevé. On attend la fin, sans doute il va y avoir quelque chose qui va arriver, une suite qui va arriver, et ce qu'on pouvait effectivement imaginer. Mais Valéry refuse précisément cette forme. Il détruit de l'intérieur, la forme même du récit, du roman, et de l'essai. Il fait un personnage qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après ça? C'est pour ça que je vous posais la question aussi, William Marx, Paul Valéry quand même continue à écrire, même par accident, mais quel type de littérature ça a donné naissance, ce personnage de Monsieur Test, quand on se dit que l'intrigue, les qualités, la personnalité, en fait, on peut s'en passer. En toute rigueur, ça ne donne aucune littérature. Autrement, ça donne ce que j'ai appelé, moi-même dans l'adieu à la littérature de l'hyperconscience, celle qu'a pratiquée à bien des égards Paul Valéry, c'est-à-dire une littérature de l'effet, consciente de ses effets. Et de ce point de vue-là, je crois que il y a quelque chose d'important. Valéry le dit dans la soirée, c'est-à-dire que au bout du compte, avec Monsieur Test, on est dans l'ordre des idées, des généralités, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de garder dans ses impressions du moment, ce qui lui sera utile plus tard pour se rappeler le caractère totalement individuel, singulier de l'expérience du moment. Monsieur Test est celui qui est capable de penser pour demain. Retenir ce qui lui sera utile demain pour la création d'une œuvre à venir. De ce point de vue-là, il y a un petit rapport qui existe entre Proust et Monsieur Test, contrairement à ce qu'on peut dire. Souvent, on dit... Ils sont contemporains, hein, d'ailleurs. Ils sont nés la même année, ils se sont un peu, pas vraiment fréquentés du tout, hein, mais... Ils ne s'aimaient pas? Ou c'est juste comme ça, en concours de circonstances qui ont... Valéry n'a rien compris à la littérature de Proust, voilà, on peut le dire comme ça. Mais Monsieur Test commence ainsi, la bêtise n'est pas mon fort. Proust commence ainsi le Contre Sainte-Beuve, l'essai qui donnera lieu à la recherche d'un temps perdu. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. On a l'impression que c'est exactement l'inverse qu'ils disent l'un et l'autre. Et pourtant, il y a quelque chose de commun. C'est-à-dire que lorsque Valéry dit la bêtise n'est pas mon fort, on dit la bêtise, il faut le comprendre comme, ça peut paraître très arrogant. En fait, ça veut dire, il faut s'élever aux généralités. La bêtise, c'est être comme les animaux, c'est-à-dire être dans l'instant présent, être dans le singulier, et ne pas savoir s'élever dans le haut concept au niveau des généralités. Mais en même temps, il dit, comme je disais à l'instant, qu'en fait, on a besoin aussi de garder quelque chose d'individuel dans nos expériences personnelles si l'on va ensuite les recréer. Ça, c'est ce qu'il dit à l'intérieur de la soirée quand il parle du voyage en ballon. J'ai pas le temps d'ici de citer ce passage-là. Et donc, voilà, l'abstraction est importante, mais le singulier est fourni par la mémoire. Et Monsieur Test est aussi le maître de la mémoire. Ça, c'est ce que dit très bien le narrateur. Et donc, il y a un rapport quand même dans la création littéraire, dans l'absolue efficacité de la création littéraire qui peut rapprocher la pratique d'un Monsieur Test écrivain, s'il existait, avec le Proust qui arrivera à savoir ce rapport à la mémoire, garder le singulier qui rendra ensuite le récit du souvenir absolument inassimilable à aucun autre et unique en son genre. Mais reste le problème, je dis juste ça, avant qu'on passe à la fin de l'émission, William Marx, cette question de « j'ai cherché un crible machinal ». Reste le problème que dit Monsieur Test, à savoir et du narrateur, à savoir de trouver la bonne méthode. Saisir l'impression individuelle et monter en généralité. J'ai cherché un crible machinal qu'il n'a peut-être pas trouvé. Oui. Vous trouverez. Donc, Monsieur Test lui-même est dans la quête. Et cela est rassurant, en quelque sorte. C'est l'inachèvement. C'est l'inachèvement. Mais nous ne pourrons jamais être Monsieur Test, mais je pense que là, Monsieur Test est devant nous comme quelque chose à essayer. On peut essayer d'être Monsieur Test de temps en temps. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde et à la société. Monsieur Réventura, on vous appelle au téléphone. Merci. C'est par là, Monsieur Ventura, là au fond. Oui, au fond et à droite. Il est parti. Le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène. Il connaît tout par cœur, Stravinsky, Bach et Beethoven. Il dirige l'orchestre avec infiniment de chic. Pourtant ce n'est pas tout, voilà le hic. Notre chef n'aime pas la musique,
Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da, ni le moderne, ni le classique. Ta-da-da, ta-da-da-da-da-da. Cette chanson de Ray Ventura, le chef, n'aime pas la musique, qui fait écho à Monsieur Test aussi, qui lui ne regarde pas le spectacle à l'opéra. Mais cette chanson, en tout cas, William Marx, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué cette œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. Qui avez-vous choisi ? Alors vous savez, en tant que professeur de littérature, je dois tout aimer, donc c'est un peu difficile d'avouer ce genre de choses. Et en fait, j'aime tout, parce que quand on n'aime pas, ça veut dire qu'on est on n'est pas à la hauteur de l'œuvre, en quelque sorte. On n'a pas adapté on n'a pas su adapter. Mais parfois, il y a pas la rencontre ne se fait pas. Mais je vais vous raconter effectivement ça. C'est-à-dire comme je vais vous citer en fait un auteur que j'aime, mais en même temps qui me résiste à un moment et qui me trahit. C'est Jean Giraudoux. Jean Giraudoux est un auteur, un incroyable auteur de théâtre. Ses pièces sont extraordinaires. Son style est sidérant. Personne n'écrit aussi bien, avec autant de raffinement, d'élégance, de subtilité que Giraudoux, qui connaît toutes les subtilités de la langue française. Et pourtant, à chaque moment, dans ses œuvres que j'aime, quand je suis en train de lire, à un moment, je me sens trahi parce que arrive, mais d'une manière totalement incongrue, impromptue, sans annonce, arrive une phrase où il y a une description d'un juif hyper antisémite, mais vraiment caricatural, qui reprend les plus grossiers stéréotypes du moment. On a ça dans Ondine, qui est une pièce magnifique, et sans aucune nécessité dramatique. Et on a ça dans Siegfried et le Limousin, et dans beaucoup d'autres passages, on a comme ça ces caractérisations raciales, entre guillemets, le plus souvent antisémites, essentiellement, et qui me troublent profondément. Et qui vous font détester toute l'œuvre ? Je suis pas sûr que ça me fasse détester, mais ça me met dans un état d'instabilité et de malaise. J'ai un malaise profond. Alors même que je voudrais aimer totalement, parce que c'est ça qui me tracasse. C'est-à-dire que Giraudoux est un grand intellectuel, un normalien, agrégé, un être extrêmement cultivé, avec qui je voudrais partager ces idéaux européens, humanistes, qui sont les siens. Et à un moment, je me dis, mais comment se fait-il que dans les années 30, on n'est pas dans des siècles anciens, c'était hier. Dans les années 30, quelqu'un d'aussi intelligent puisse partager de tels stéréotypes. Et vous voyez, ça me gêne beaucoup plus que chez quelqu'un comme Céline. Je sais que beaucoup de vos invités ont dit, Céline, on le déteste, en particulier, pas seulement, à cause de l'antisémitisme. Alors, moi, Céline, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'aime pas vraiment beaucoup lire Céline. Mais l'antisémitisme de Céline, en fait, il est absolument structurant de son délire, de sa logorrhée verbale. Et donc, si on admet son style, sa conception expressionniste du monde, de la laideur du monde, etc., en fait, on peut admettre tout le reste. Ça me gêne moins, en quelque sorte, chez Céline, parce que ça fait partie de sa folie, que chez Giraudoux. Parce que c'est ce sentiment de trahison que j'ai avec Giraudoux, c'est quelque chose qui me le rend très très difficile. Et voilà, ce malaise, on peut le ressentir comme lecteur parfois vis-à-vis de certaines œuvres. Merci beaucoup, William Marx. De vous, on peut lire votre préface à Louer soit la lecture, l'aide sur le rôle de la littérature dans la formation. C'est du Pape François, c'est aux éditions des Équateurs. Vivre dans la bibliothèque du monde, c'est votre leçon inaugurale aux éditions du Collège de France et aussi aux éditions du Collège de France fin février. On pourra lire sous votre direction et celle de Mathilde Manara, Valérie au Collège de France. Tout à fait. Et lisez aussi, bien sûr, Monsieur Test de Paul Valéry. C'est disponible aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Et un grand merci à Manon Delacelle et Apolline Limosino qui ont préparé cette émission. Nicolas Berger à la réalisation, Noé Chaban à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles, sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mulman et son équipe que vous retrouverez pour une nouvelle série d'Avec Philosophie.